Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence midi avec le lauréat du prix de la présidence de l'Assemblée nationale des prix du livre politique 2013, M. Alain Lavigne. Sans plus tarder, j'invite le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Claude Cousineau, à prendre la parole, s'il vous plaît. Merci. C'est heureux. On voit que vous vous êtes déplacés en grand nombre. Nous en sommes très, très, très heureux. Alors, bienvenue à tous et à toutes à cette première conférence midi à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le livre représente un outil précieux de communication, un vecteur privilégié pour se faire entendre et transmettre les idées. Le livre nourrit la réflexion et stimule souvent les débats les plus florissants de notre société démocratique. C'est pourquoi nous sommes fiers d'inviter Alain Lavigne, gagnant d'un prix du livre politique 2013, afin de nous entretenir sur le sujet de son livre « Duplessis, pièce manquante d'une légende, l'invention du marketing politique ». M. Lavigne détient un baccalauréat en histoire, une maîtrise en communication publique et un doctorat en sciences politiques. Il est professeur au département d'information et de communication de l'Université Laval. Maurice Duplessis est-il un précurseur dans le domaine? Dans sa conférence, Alain Lavigne se penchera sur la question à l'aide de nombreux objets et documents de l'époque. Chacune des élections entre 1938 et 1956 est examinée au regard de l'arsenal des stratégies et des moyens de communication déployés par l'Organisation de l'Union nationale. Avant de laisser la parole à M. Lavigne, j'aimerais souligner que la période des candidatures pour les prix du livre politique 2014 est ouverte. Vous pouvez aller sur le site Internet de l'Assemblée nationale pour plus de détails. Alors, bonne conférence à tous et à toutes. Monsieur Lavigne, la parole est à vous. Merci, M. Cousineau. Mesdames et messieurs, vous êtes en grand nombre. C'est très stimulant pour un conférencier. Merci beaucoup. Vous voyez le titre un peu provocateur de cette conférence. Ça fait un peu drôle de voir un personnage associé plutôt à la grande noirceur, on ne s'en cache pas, Maurice Duplessis, à quelque chose de moderne comme le marketing. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, parce on est un peu limité dans le temps pour la présentation, je vais couvrir l'élection de 1948. On va vraiment regarder cette élection-là, qui est une élection vraiment charnière, où pour moi, là, au plan de la communication politique, il se passe des choses assez extraordinaires, des choses nouvelles, et c'est ce que je vais mettre en évidence. Peut-être juste pour vous donner des statistiques par rapport à cette élection-là, qui est une victoire éclatante là, de l'Union nationale. On voit d'ailleurs en pourcentage, je regardais de sièges, je pense que c'est la plus grande victoire de Maurice Duplessis en termes de sièges, même si on compare à 36 en proportion, 82 élus. Il ne reste pas beaucoup de députés du Parti libéral, 8 élus. Et si on fait le parallèle avec l'élection de 1944, on voit que c'est vraiment une élection où le parti a le vent dans les voiles. D'ailleurs, le parti va rester là assez longtemps, on le sait. Mais je n'oserais pas dire que le facteur qui est déterminant pour cette élection-là, c'est la communication politique, le marketing, mais il faut vraiment prendre en compte, je pense, que ce facteur-là est un facteur qu'il faut prendre justement en compte comme étant pour expliquer les résultats. Mais c'en est un parmi d'autres. Mais il est important, vous le verrez, parce que vous allez peut-être me poser des questions. Par exemple, où en était le Parti libéral à la même époque? Le Parti libéral n'était absolument pas dans la logique de mise en marché qu'on voit en 1948 déjà se révéler. Et c'est un peu ce qu'on va voir au fil des... Peut-être juste pour s'entendre sur des termes... Marketing politique, je vais vous donner une définition qui est contemporaine. D'ailleurs, je pense qu'il faut parler de marketing avant la lettre, parce que c'est sûr que Maurice Duplessis et les gens autour n'utilisaient pas ce terme-là. D'ailleurs, le marketing politique apparaît formellement, c'est pour ça qu'officiellement aux États-Unis, en 1952, on associe beaucoup à l'élection présidentielle de Dwight Eisenhower en 1952. Mais il faut cristalliser un moment, souvent pour une définition. 52, c'est parce que la télé est utilisée beaucoup par les républicains à l'époque et on a des spots publicitaires. Donc, on est dans un contexte où il y a des changements dans la mise en marché, mais tout ça avait débuté aux États-Unis dès les années 30. On voit en Californie en particulier. Il y a un cabinet, d'ailleurs, qui est aux États-Unis, j'ai pris le nom, qui s'appelle...
Campaign Management, qui, sur la côte ouest américaine, entre 1933 et 1955, organise 75 élections et le cabinet va en rapporter 70. Donc, vous voyez, même avant qu'on baptise vraiment de marketing politique, il y a des premières manifestations et c'est l'arrivée des professionnels de la communication là, qui va devenir un indicateur de tout ça et d'autres que je vais vous préciser. Peut-être juste pour, je vous ai promis une définition, pour qu'on s'entende un peu sur les termes, marketing des partis politiques qui s'inspirent des fondements du marketing commercial. Donc, c'est lequel s'appuie sur une approche. Le marketing, c'est plus que des techniques, c'est aussi une grande approche, une façon de faire, une façon de lire des clientèles, de positionner son produit. Donc, vous voyez, on a des mots de la mise en marché des biens de consommation traditionnels et ce qui arrive autour de ces années-là, c'est qu'on transpose tout ça à la politique et ça va se passer aussi au Québec autour de Maurice Duplessis, mais c'est pas lui qui l'invente, c'est pas lui qui pense à ça, il y a des gens autour de lui qui vont vraiment l'encadrer de cette façon-là. Donc, définir un électorat comme un marché qu'il faut faire connaître afin de positionner son produit. On est dans une définition très classique et très lourde. Là, et les techniques privilégiées vont être des techniques aussi de la communication commerciale. On parle de gestion de l'image. Évidemment, les politiciens du 19e siècle, on se préoccupait de leur image, mais là, on va s'en préoccuper beaucoup plus en termes, je dirais presque d'image de marque. Ça va devenir comme... D'ailleurs, vous allez voir au fil de la présentation, l'Union nationale, ça n'existe plus. Ça va être Duplessis partout dans la publicité. Il devient tellement un personnage fort que ça devient la marque avant que, un peu comme un produit de consommation qu'on va résumer à quelques mots. C'est vraiment dans la logique marketing. Quand on arrive à faire ça en marketing, c'est exceptionnel. De la publicité de masse. On avait de la publicité au 19e siècle, surtout au début du 20e, des petites publicités dans les journaux qui disent allez écouter à la radio telle conférence ou allez assister à telle assemblée publique. On annonçait. On n'avait pas des pleines pages de publicité. Ce qu'on va voir, surtout après la guerre, c'est vraiment les partis politiques et qui vont prendre des pleines pages de publicité, un peu comme il se passe dans le monde du commerce. On va annoncer nos produits, on va vraiment les faire connaître. Et dans une définition très stabilisée du marketing avancé, on va dire, ça prend les sondages. Si je veux connaître ma clientèle, évaluer l'électorat, les techniques qui sont les plus modernes, c'est les sondages. Et là, on va voir que ça va arriver au Québec, mais peut-être un petit peu plus tard, pas par l'Union nationale, mais il y avait toutes sortes de façons de lire l'électorat, mais sans la technique qui était peut-être la technique de l'heure. Mais ça va arriver un petit peu plus tard. Tous les partis politiques, maintenant, les grands, vous savez, font faire des sondages avant, pendant, après les élections, à mi-mandat, etc. C'est le préambule. Là. Vous allez voir, je vous ai promis des images. On va en présenter quelques-unes. Ça, c'est un concept, une façon de comprendre les changements autour de la définition du marketing, mais il y a un auteur américain qui nous dit « c'est plus que ça, c'est carrément les élections, la façon de faire les élections qui va changer. Il y a un nouveau style qui apparaît aux États-Unis dans les élections et ce style-là est caractérisé de plusieurs manières. Donc, on a des élections qui sont très personnalisées. Les chefs, on va mettre, plutôt que de parler, c'est sûr qu'on va parler des autres candidats, mais par exemple, la publicité va tourner autour de l'image du chef. On a l'arrivée des professionnels aussi, soit des firmes de relations publiques, des firmes de communication, ou carrément, on le verra du côté de l'Union nationale, c'est pas des firmes, il n'y en avait pas beaucoup au Québec, des firmes de pub à l'époque, ils auront leurs propres experts à l'interne, ça sera dans la vie de parti. Donc, des études préalables, je vous ai dit les sondages, qui est peut-être la technique la plus connue, et on a aussi le recours aux médias de masse, et les médias de masse qui changent, on voit la radio, qui est un média fort important, qui arrive autour des années 20, des années 30. D'ailleurs, pour expliquer un peu la victoire électorale de Duplessis en 1936, on dit qu'il maîtrisait pas mal bien la radio, plus que Godbout. Donc, ça devient... Les nouveaux médias, il faut se les approprier. Les partis politiques sont tenus de le faire. Et aussi, la publicité qu'on peut placer dans ces médias-là, les techniques publicitaires. Et un autre élément qu'il faut ajouter absolument, c'est que si on est dans la masse médiatisation, autant au plan publicitaire, l'embauche de professionnels, ça prend des sous, ça prend de l'argent. Donc, ces conditions-là vont graduellement
se présenter et se stabiliser au Québec. Mais vous voyez, on est dans un horizon, dans un univers qui est très nord-américain dans ce sens-là. Au Québec, on emprunte, on est dans le sillon carrément de ce qui se fait aux États-Unis. On peut dire carrément en 1948, pour la première fois de manière aussi marquée que l'Union nationale va être le premier parti à mener une campagne à l'américaine, selon ce que je viens de vous présenter, très personnalisée autour du chef, qui recourt à des professionnels, qui évalue sa clientèle, mais pas à l'aide des sondages, comme je vous le disais, mais qui a toutes sortes de façons. Le pointage, ça se fait depuis bien longtemps, puis même avant l'Union nationale. Il y a une façon d'aller lire, regarder les listes électorales, regarder les résultats des autres élections. Une présence publicitaire, et ça démarque vraiment en 1948 pour ce qui est du parti, une présence publicitaire démesurée par rapport à l'élection de 1944, ça on peut le vérifier dans l'analyse de contenu, et qui dispose d'un budget assez important, là, 3 millions en dollars de l'époque, là, transposer ça en dollars d'aujourd'hui, on est 4 ou 5 fois le plafond de dépenses des partis politiques actuels. Et en 1956, je ne sais pas si je l'ai quelque part, en 1956, ce sera 9 millions de dollars en 1956, dernière élection du Plessis, l'équivalent de 75 millions de dollars aujourd'hui, alors que les partis politiques étaient autour de 8-9 millions à la dernière élection. Vous voyez, il n'y avait pas de règles à l'époque, ce n'était pas balisé. Et c'est des estimations, là, mais je pense que ces estimations-là sont quand même assez réalistes. Une propagande, un témoignage, aller chercher des gens qui étaient de l'époque, qui disent il y a quelque chose qui s'est passé. Paul Bouchard, qui va être un de ces professionnels-là à l'Union nationale, écrit dans le journal Le Temps, qui est l'hebdomadaire du parti, au lendemain de l'élection, on peut dire sans exagération aucun parti politique au Québec n'a jamais conçu dans la province une propagande aussi massive, dynamique, aussi simple, aussi efficace par la technique moderne. Vous voyez, il décrit dans ses mots justement les changements apportés à la publicité. Il appelle ça propagande parce que le terme n'est même pas encore utilisé. Il va être utilisé un petit peu plus tard. Donc, rares sont les électeurs qu'elle n'a pas atteints ou touché quelques fibres. L'Union nationale lui doit une grande part de son éclatante victoire. Vous allez me dire, oui, mais c'est quelqu'un qui travaille pour l'Union nationale. Il y a tout avantage à se grandir et à dire, oui, on a travaillé fort, etc. Vous avez ici un bel autocollant, Union nationale, qui c'est pas daté. D'ailleurs, il appartient à Alain Gariepi. Il est dans la vitrine derrière. Il y a quelques objets là, pour les fins de la conférence qui ont été exposés. Union nationale, on ne verra pas ça beaucoup. Là. D'après moi, cet artefact-là doit remonter probablement à 1944, peut-être 1948, mais c'est les dernières traces dans des documents où on voit l'Union nationale. Après ça, on ne verra plus l'Union nationale souvent. On peut aller voir un autre acteur contemporain de la période qui va nous dire carrément dans ses mémoires, regardez, Georges-Émile Lapalme qui écrit dans ses mémoires en 1969, qui commente un peu la machine, la fameuse machine unioniste qu'on a. Le Sage aussi en parlait comme une machine infernale. On savait bien qu'en élection à l'époque, l'Union nationale, mais on savait que c'était, oui, c'est les pratiques sur le terrain, mais c'était aussi beaucoup de pratiques publicitaires. Lapalme qui écrit en transposant ici les méthodes électorales à l'américaine, donc carrément, lui, fait le lien avec le contexte américain. L'Union nationale produisit une force d'impact à nul autre pareil, saturation quotidienne de la presse, des ondes, des nouvelles tendancieuses, utilisation des artistes du théâtre et de la radio. Donc, il y aura aussi embauche de comédiens, surtout pour faire les publicités à la radio ou animer des assemblées, d'énormes panneaux réclames. Ça va arriver un petit peu plus tard, à l'élection de 1956, par exemple, etc., etc. Et une multitude d'objets portant la photo de Duplessis qu'on va présenter partout, qu'on va marteler. On est tout à fait dans une logique de positionnement d'un produit. Mais je pense que M. Duplessis ne savait pas qu'il était dans cette logique-là. Mais il se pliait de bonne guerre à le faire. Juste pour découper ça, c'est dans le livre d'ailleurs, j'utilise cette grille-là, l'Union nationale, même si je n'ai jamais trouvé de plan de communication de l'époque, là, mais on peut reconstruire à partir des objets ce qui est des artefacts et des publicités dans les journaux. C'était quoi leur stratégie de manière plus large? Des stratégies traditionnelles que tous les partis ont fait de tout temps, de l'information de masse, des dépliants qu'on distribuait, ils en font.
de l'événementiel, des grands événements, débats oratoires, tout ça. Il va en avoir aussi pendant l'élection de 48. Relationnel, porte-à-porte, contact direct, ça reste, c'est encore présent dans les élections contemporaines. De l'affichage, du pavoisement, c'est toujours présent. Et souvent, les auteurs en marketing vont dire « Oui, mais là, c'est tellement gros le marketing qu'on oublie toutes ces techniques traditionnelles-là et qu'on arrive dans des techniques modernes de gestion de l'image, du personnage ou la publicité de manière démesurée, puis une espèce de mise en récit professionnelle du chef en tant que tel. Oui, mais ça s'ajoute, ça se raffine. Puis d'ailleurs, la mise en récit, ça se faisait avant, mais ça se faisait, vous allez voir que ça va se faire de manière plus cohérente, plus systématisée. Et la mise en image, oui, il y a toujours eu des belles photos officielles de tous les politiciens, mais là, vous allez voir comment l'image, on la décline. Ça devient quelque chose de très intégré, ces stratégies de communication-là, alors qu'avant, c'était très peu professionnalisé. Je dirais qu'on était de manière routinière à faire ça. Mais là, on transpose les techniques de communication du marketing commercial, des biens de consommation, on les ajoute, mais on n'enlève pas en politique les façons de faire traditionnelles, mais ils vont peut-être un peu passer au second plan. Ça, je vous le concède. Photo officielle du personnage, 1900... D'ailleurs, quand on voit arriver les nouvelles photos de Duplessis, c'est toujours intéressant. Le moment où il y a une nouvelle photo, on sait que les élections s'en viennent. Donc, celle-là, elle apparaît en 1947, l'élection va suivre. Une belle photo du personnage, Roger Bédard, le photographe. Pose caractéristique, bien habillé. Vous voyez, on a quand même encadré le personnage. Je ne sais pas comment M. Duplessis était dans le quotidien. C'était probablement pas quelqu'un qui était très soucieux de son image, mais là, on va aller à la photo, on va l'habiller un peu. Je pense que c'était sa secrétaire, Mme Auréa Cloutier, qui s'occupait de cette dimension-là. Bon, on réinvente rien, mais regardez ce qu'on va en faire de cette photo-là. Ce qui arrive en 48, qui était pas, qu'on ne voit pas avant, oui, des slogans en politique, il y en a depuis longtemps, depuis bien longtemps. Mais là, le slogan va devenir l'axe de communication. Ça va vraiment, de mon point de vue, devenir le slogan publicitaire. On va revoir les éléments de slogan systématiquement dans toutes les publicités, dans les brochures. On va marteler ce slogan-là, qui va être l'axe de la campagne. Et ici, vous avez une citation là, d'un ouvrage que je ne vous lirai pas parce que je veux terminer la conférence dans une trentaine de minutes, mais vous voyez, ça, c'est un élément nouveau. Le slogan est vraiment publicitaire. On a quelque chose. Il est long, là. Les libéraux donnent aux étrangers, Duplessis donne à sa province. Ça, c'est bon pour les assemblées partisanes. On va le décliner au complet. Dans les brochures, on va rapetisser ça, comme on fait toujours en communication plus commerciale. Je vous donne quelques exemples. Une brochure de la campagne de 48, Duplessis donne à sa province, où il est prouvé, on ajoute, là, on qualifie, on met en récit un peu notre personnage. Je vais passer un petit peu plus loin, plus vite sur les artefacts. Une super belle banderole qui était d'ailleurs présentée. J'ai fait une exposition avant d'écrire le livre qui a circulé, qui était ici au printemps à la Villa Bagatelle, qui était à d'autres endroits à Trois-Rivières, qui devrait être à Gatineau, d'ailleurs, en 2014. Et c'est une banderole de rue avec le drapeau du Québec. On va voir aussi que le drapeau, c'est du bonbon pour un parti politique. J'ai ma marque Duplessis, et s'il y a un symbole, le drapeau que Duplessis donne à sa province, évidemment, il va être présent partout. Et là, on a des couleurs. Vous voyez, on a quelque chose d'assez moderne. Et cette banderole-là, elle est réversible aussi. La publicité, je vous en ai parlé, regardez la publicité, la photo officielle de Duplessis. Et là, on arrive, c'est des publicités juste à la veille du vote. Je pense que c'est 2 ou 3 jours avant dans les quotidiens. On aura la photo officielle. Et là, on a le bulletin de vote. Et il y a deux, vous ne le voyez peut-être pas, c'est écrit « Les libéraux donnent aux étrangers », vous cochez là, ou « Duplessis donne à sa province », vous cochez Duplessis. Donc, aujourd'hui encore, ajoutons des couleurs, mais c'est d'une efficacité, avouons-le, au plan de la communication en tant que telle. Une autre, dans une revue, dans le verso d'une revue, on a encore Duplessis donne à sa province. Là, on joue un symbole qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres publicités. Il oriente sa province. On va mettre une boussole comme fond. Et on a des éléments de la plateforme politique aussi. Il a donné dans le prêt agricole, il a donné pour les sanatoriums, les travaux publics. Et on a quand même un message peut-être un peu plus chargé, mais vous voyez, le Duplessis donne,
sa photo est là. La boussole, on a quand même un symbole et on a des éléments de plateforme. Quand M. Duplessis est à la radio, ben, on fera comme avant. Ça, c'est des publicités qu'on peut retrouver dans les formes dans les élections précédentes, mais c'était ça, les anciennes formes de publicité. Ce n'était pas des pleines pages en politique, c'était plus des petites annonces qui disaient « Écoutez M. Duplessis à la radio » ou « Écoutez le candidat X ou Y ». Des brochures, toutes les brochures de la campagne vont vraiment reprendre le slogan et vont être thématiques. On a quand même un raffinement dans la diffusion du message qui est assez avancé, l'électrification rurale, une saine législation agricole, une brochure bilingue dans ce cas-ci. Donc, ce qui est intéressant aussi dans une logique de marketing, c'est de voir qu'il y a un saut de poste. Donc, par la poste, je suis sûr de rejoindre l'ensemble de la clientèle du territoire des électeurs, et probablement que la brochure agricole était plus dans les comtés agricoles, mais diffusée par la poste. On a quand même les couleurs là, se varient, mais toujours la photo de M. Duplessis que j'ai montrée au début. Et on aura, ça va bien avec la thématique de Mégantic, qui est plus large dans l'actualité, mais on a aussi des brochures par comté, où là, on aura la plateforme, les promesses dans les comtés. Mais Duplessis donne aussi dans Mégantic. Ça, j'en ai trouvé juste une pour Mégantic, mais je présume qu'il y en avait d'autres dans d'autres comtés, puisque, vous voyez, on est dans cette logique-là de diffusion de l'information, de présence. On est très conséquent. Et la publicité par l'objet, donc, vous en avez, comme je disais, dans les vitrines derrière. Ça, on ne voyait pas ça beaucoup en politique avant 1948. Et on est dans la logique des biens de consommation, acheter tel produit, on va vous donner quelque chose, on va faire un concours, souvent maintenant, mais aussi on va vous donner des produits dérivés, on soutient l'image par ce qu'on appelle de la publicité par l'objet. Ça fait toujours sourire des cartons d'allumettes, là, c'est pas politiquement correct, là. Mais d'ailleurs, il y en a un là-dessus qui est de 1952, les autres sont de 1948, mais sur le rabat, on avait Duplessis à donner. Tant pour l'agriculture, tant pour... Donc, il y a des... Oui, visuellement, c'est intéressant. Oui, c'est un objet qui va traîner, qui va être diffusé, que les gens vont garder pendant la campagne électorale, mais il y a aussi des éléments de contenu. Ça, on est dans... Vraiment, ça apparaît à partir de 1948. Et le Parti libéral, il n'est comme pas encore rendu là. Les macarons, on en avait tout le temps eu en politique, mais là, vous voyez le macaron, l'Union nationale, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'Union nationale. Là, vous voyez, c'est pas mal plus Duplessis, votons Duplessis. Et ce macaron-là, ce qui est drôle, c'est que derrière, c'est inscrit, c'est Made in USA. Donc, on voit qu'il est produit aux États-Unis. Et celui de 56, il va être fait en Canada. Fait en Canada. Donc, on va s'adapter aussi, parce que probablement qu'ils ont eu quelques commentaires à l'époque, mais on voit qu'on est dans une logique nord-américaine de mise en marché politique. Gardons Duplessis, un ruban en satin. Et une décalcomanie. C'est pas arrivé comme ça sur la bouteille, là, mais c'est assez spectaculaire, avouons-le. J'imagine cette bouteille-là dans les assemblées avec un liquide quelconque. Et on avait la décalcomanie qu'on pouvait mettre sur d'autres. On est dans une logique tout à fait de produit, publicité par l'objet. Avant la télévision, l'Union nationale a été aussi très dynamique, très présente dans le cinéma, qu'on appelait le cinéma de propagande, des films. Et on fait produire beaucoup de films, souvent des bilans, des réalisations dans les comtés. On projette dans les salles paroissiales. Vous voyez un peu Et il y a un film en 1948, et comme par hasard, son titre, c'est « Duplessis donne à sa province », d'une durée de 20 minutes. Il défile un peu les réalisations, et il y a une phrase « Pendant que M. Duplessis donnait à sa province, les libéraux d'Ottawa donnaient aux étrangers ». Vous voyez, on est conséquent aussi dans ce support. D'ailleurs, vous faites une recherche à site de bibliothèque, archives au Québec, cinéma propagande, on va vous sortir 150 références, Union nationale, Parti libéral 6. Je vais vous donner un poids là, de l'utilisation. Le symbole, je vous en ai dit quelques mots. Symbole, on sait que le drapeau du Québec, c'est M. Chaloux qui était pas mal le porteur du ballon et que finalement Duplessis a cédé, puis ça l'est très bien approprié, et très bien approprié politiquement. Mais vous voyez, à partir du moment où le drapeau
est créé, bien, c'est le drapeau et Duplessis. On va carrément toujours les jumeler, symbole de tout un peuple. Et là, vous avez derrière même, c'est un calendrier, celui qui est fermé, là, Québec, Duplessis, un verre avec l'effigie de Duplessis dans le drapeau, des petites statuettes, des brochures, cartons d'allumettes, la totale. On est vraiment dans quelque chose. Et les brochures qu'on voyait avant l'époque, et là, systématiquement, les brochures au verso vont présenter le drapeau et vont qualifier ce vieux drapeau que Duplessis a replanté fièrement. C'est toujours les phrases, les façons de présenter ça, c'est assez, des fois, allégorique. Là. On est dans un autre temps, mais l'efficacité de cette communication-là, martelée, imaginez-vous, c'est assez... Et dans des documents professionnels de couleur aussi vives, là, parce qu'avant les années 48, on était un peu plus dans le noir et blanc. Et ça, c'est une personne qui m'a donné ce document-là, le salut au drapeau à partir de 48, on est tellement fiers au Québec que dans les écoles, on fait le salut au drapeau le vendredi. C'est quelqu'un qui a visité l'exposition qui a dit « Oui, moi j'ai assisté, je faisais ça jeune. » Et le texte du salut au drapeau qu'on lisait était imprimé et on voyait en fond de scène, en fond de document, le visage. Et toujours la même photo de Duplessis de 1948. D'ailleurs, on est très... Mise en récit, donc image, on a pas mal vu, publicité par l'objet. La mise en récit, à partir de 1945, il y a une petite plaquette que j'ai ici, d'ailleurs, elle n'est pas dans les objets, là, vous pourrez peut-être venir la voir si vous la regardez, où on raconte un peu d'où vient Duplessis, qui était sa famille. Donc, on le met en récit. Aujourd'hui, on appelle ça le storytelling. Là. Barack Obama, en 2008, a eu beaucoup de storytelling. Il y avait déjà 2 biographies sorties sur lui avant qu'il se présente comme candidat. Bien, on a fait ça aussi à la mesure des moyens du Québec à l'époque avec Duplessis. Donc, et ce qui est intéressant, c'est de voir, là, vous allez me dire, 45, il n'y a pas d'élection là. Non, mais on prépare l'élection, on s'en vient. 45, oui, première plaquette. On fait une version bilingue anglaise pour 46. Et pour 1948, on fait une version pour l'année 48. Et bien sûr, on met au verso le drapeau du Québec qui n'était pas présent pour les anciennes versions. Et c'est ce qu'on ajoute comme page. Il y a à peu près, je dirais, 6-7 pages à la fin nouvelle, avec des photos aussi. Maurice Duplessis a donné à sa province. Donc, toute la plateforme de la campagne électorale a donné pour l'autonomie, pour la sauvegarde de l'autonomie, pour la lutte aux communistes. Donc, vous avez carrément toute la plateforme qui s'ajoute à cette brochure-là qui circule depuis déjà 3 ans. Là. Et on arrive en 48, puis en plus, bang, on passe le programme électoral dedans en plus. C'est quand même habile. On peut interroger, se poser des questions dans une logique contemporaine, mais à l'époque, comme je dis, il n'y avait pas beaucoup de règles et on avait libre cours. Je vous ai dit que ce n'était pas Duplessis qui a inventé tout ça. Là. Le titre, en tant que tel, Duplessis, inventaire du marketing, il est un peu loin de ça. On voit les premiers professionnels où, je vous dirais, ce que j'appelle le stratège, c'était vraiment Joe D. Bégin, qui était son organisateur en chef à partir de 1940, qui vient du monde des affaires. Et M. Bégin, il y a des entreprises, il vend de l'automobile, et lui, je dirais qu'il adopte la mise en marché du monde de l'automobile, et il arrive en politique. Puis après la défaite de 1939, il dit à M. Duplessis, ben, peut-être qu'il faudrait arriver, comme on fait avec les voitures, on positionne nos voitures, nos marques, puis il explique ça à M. Duplessis. Donc, pour moi, Bégin, c'est lui l'inventeur du marketing politique derrière l'Union nationale. Il va être là jusqu'en 1960, d'ailleurs. Il y a un autre personnage qui arrive en 1946, vous voyez, pour moi, c'est le premier professionnel embauché temps plein, c'est Paul Bouchard, qui est le publiciste, qui est au Club Renaissance ici, qui va être associé au journal Le Temps, l'hebdomadaire, qui, lui, apparaît 40-41. Donc, vous voyez des gens qui ne viennent pas, ils ne sont pas formés en communication, ces gens-là, on ne forme personne en communication à l'époque. C'est un avocat, c'est quelqu'un qui a une belle plume, c'est quelqu'un qui est polémiste. Donc, il se rallie à Duplessis, il va devenir quelqu'un, et il va être directeur de la propagande au début, et en 1960, il va se présenter comme directeur de la publicité. Vous voyez les termes qui évoluent. Bruno Lafleur,
Dans le livre, quand je parle de ces personnages-là, Bruno Lafleur, je ne l'avais pas vu. Bruno Lafleur, c'est quelqu'un qui vient plus de littérature et qui va être au Club Renaissance aussi, qui va se présenter documentaliste, archiviste, autour de 38, qui va être rédacteur en chef de la publication en tant que telle, Le Temps, mais qui va être en 52 et 56 vraiment quelqu'un d'important pour ce qui est la radio, la télé. Vous me poserez peut-être des questions par rapport à la télé. Je n'ai pas le temps de l'aborder, mais c'est sûr qu'en 48, on n'était pas là non plus. Bégin, vous avez le personnage, mais Bégin, comme Duplessis, pas besoin de dire, dans Dorchester, moi je suis de l'Union nationale, je suis tellement connu, puis j'ai tellement donné à Dorchester. Donc, vous voyez, on a un peu le même principe et nous le lui devons bien. Là, c'est pas sûr qu'on ferait des annonces comme ça aujourd'hui, mais personne n'a jamais battu Joe D. Bégin à une élection politique. Là. Je pense que c'est quelqu'un qui pouvait l'affirmer, il est pas mal être sûr de gagner. Paul Bouchard, qui se présentait, Bouchard est un intellectuel qui se présentait au fédéral, il s'est présenté contre Louis Saint-Laurent aux élections fédérales. Il disait dans les années 40 qu'il faut avoir quelqu'un qui parle à Ottawa avec la voix du Québec et qui a un point de vue carrément plus souverainiste. Bouchard, c'est l'ancien rédacteur du journal La Nation dans la lignée de Joseph Papineau et c'était l'indépendance pure et dure. Donc, c'est un autre personnage intéressant. La méthode Bégin... parce que Bégin a donné une entrevue pour une émission de radio en 1976 à Radio-Canada sur l'Union nationale, une série, plusieurs épisodes radio. Et heureusement qu'il a donné cette entrevue-là parce qu'il m'a donné sa méthode, sa recette. Donc, M. Duplessis le convoque. Tout le monde, à l'Union nationale, en 1939, il restait 15 députés. Donc, Bégin a gagné facilement. Duplessis dit « Comment tu as fait pour gagner? Tous les autres ont perdu. » Bégin dit « Moi, c'est pas compliqué. » Il dit « Je fais ma publicité. Je suis en campagne permanente. Moi, c'est pas juste les élections. Je communique avec mes électeurs. Je leur envoie des choses pendant l'élection. » Et il dit à Duplessis, puis là, il explique un peu sa vision marketing de la politique. Il dit « Bien, c'était pas fait grand-chose en publicité dans les journaux avant que j'arrive. » Et j'ai commencé à faire ça. Donc, moi, je m'étais dit, on peut vendre cette déclaration-là, là, c'est vraiment extraordinaire. On peut vendre n'importe quelle commodité aux consommateurs avec de la pub. Ça vend toutes sortes de savons, toutes sortes. Ils abandonnent une marque, en prennent une autre. Donc, vous voyez, on est dans cette logique-là. Et la confiance de Duplessis résiste. Il dit, oh non, c'est pas moral de faire ça. Donc, il y a une certaine résistance. Ça ne dure pas trop longtemps. Bégin réussit à le convaincre. Et ce que Bégin dit, bien, à partir du moment où je le convainc. Puis d'ailleurs, il dit qu'il ne comprenait pas ça, M. Duplessis, la publicité. Puis il dit qu'il ne venait pas du monde des affaires. Il ne pouvait pas comprendre ça. C'est un intellectuel dans ce sens-là. Un politicien ne pouvait pas comprendre ce lien avec la mise en marché. Mais à partir du problème qu'il a compris que ça pouvait être bien utile pour le faire élire jusqu'à sa mort. Donc, il a la confiance de Duplessis. Duplessis ne s'en interviendra jamais. Ça, c'est une autre de mes grandes surprises. Va laisser Bégin s'occuper de tout. Duplessis contrôle tout au Québec. Il ne contrôle pas sa communication. Il fait confiance à un personnage et il ne s'objecte pas. Les libéraux, on va terminer là-dessus. Comment les libéraux pouvaient se défendre vis-à-vis d'une machine de communication, marketing avant l'heure. Vraiment, les libéraux avaient pas beaucoup de... D'ailleurs, on va parler plus de contre-propagande. Si Duplessis a une image si forte, on va essayer d'attaquer son image, et c'est ce que les libéraux vont faire. Robert Lapalme, qui est le caricaturiste du Devoir, est aussi associé au parti par le journal Le Canadien. Donc, il va reprendre une série de caricatures sur Duplessis. Si votre latin n'est pas très bon, là, ça veut dire c'est ton long nez a des plis, quelque chose du genre. Donc, on va attaquer Duplessis par ses attributs physiques. Il y a une image trop forte, il y a un grand nez. Duplessis en campagne, le grand chef s'aiguise, fourpisson. Donc, voilà, on attaque l'image de Duplessis. On va avoir un billet satirique, probablement à l'élection de 1956 ou 52, je ne suis pas sûr, que l'Union nationale, ça ne coûte pas cher faire des billets comme ça, là, mais on est comme dans la contre-publicité. C'est ce qu'on peut, et qui attaque Duplessis, empereur du Québec, Joe D. Bégin, le gouverneur, et Gérald Martineau, son trésorier. Et on voit les 10 là, il y a des chiffres intéressants qui sont mis là-dessus, mais on est dans la logique de contre-propagande. Et souvent, la logique des pauvres en publicité, je vois les ONG qui attaquent des multinationales qui, des fois, ont des comportements très déviants. Ils vont travestir leur marque, vont travestir leur logo, vont travestir leur slogan. Bien, on fait ça du côté libéral. On va prendre une très mauvaise photo de Duplessis. C'est une brochure libérale. Et au lieu de dire « je donne », Duplessis donne à sa province, je donne
Ma province, dit Duplessis. Vous voyez, c'est un détournement, sauf que c'est 48, ce slogan-là. Ça, ils font 156. Ils sont comme 2 élections en retard, mettons, mais ils se débrouillent comme ils peuvent. Le Parti libéral va se faire élire en 60, on le sait tous, et vraiment, le Parti libéral, qui se défendait comme il pouvait sous Duplessis, va arriver en 1960, vraiment dans cette logique aussi de marketing. Vous avez probablement le premier autobus de campagne ici, avec le slogan. Il y aura un slogan, c'est « Le temps que ça change », photo de Jean Lesage. Jean Lesage associe une équipe, l'équipe du Tonnerre. Donc, on aura très personnalisé, mais à l'équipe. Et on aura aussi, on pourrait continuer, d'ailleurs, je travaille actuellement sur la suite, ce sera le marketing de l'équipe du Tonnerre autour de l'élection de 60, et c'est la télévision. Le Parti libéral va investir la télévision, Jean Lesage, parce que comment on fait connaître le nouveau chef qui n'est pas là depuis longtemps, qui n'est pas si connu à Québec, ça va être la télé qui va être utilisée beaucoup. 50% du budget de communication du Parti libéral ira en publicité télé. Ça vous donne une idée des déplacements aussi publicitaires. Et ce sera le premier parti en 1960 qui fera faire une étude aussi, un sondage, une enquête détaillée sur les électeurs, qu'est-ce qu'ils pensent du nouveau chef, comment ils vont voter. Donc, le premier sondage connu, parce que peut-être qu'on va en trouver quand on cherche des fois autour de Duplessis, mais le Parti libéral, finalement, arrive en 1960 avec ce que j'ai présenté au début, les caractéristiques, et l'ensemble des caractéristiques, puisque là, on est dans une logique complète avec un sondage qui prépare le terrain. D'ailleurs, ce sondage-là, Paul Sauvé, quand on a réalisé le terrain, c'était en 59, il était publié en 60, les gens disaient « on va voter pour Paul Sauvé », parce que Paul Sauvé était adoré, donc Paul Sauvé décède, mais on disait quand même que Jean Lesage était un bon choix, là. Et on va jouer beaucoup la carte du nationaliste. Ce sondage-là dit il faut être plus nationaliste au Québec. On est fiers du Québec. Et la plateforme du Parti libéral en 1960, on va parler pour la première fois du Québec au lieu de la province de Québec. On va ajouter au nom du Parti libéral, qui était la machine du Parti libéral toute canadienne. À l'époque, c'était le même parti, Parti libéral du Québec. Donc, on va être un peu plus nationaliste à la suite des données de ce sondage-là du côté de l'équipe de Jean Lesage. Bien, merci de votre attention. On prend des questions. On est sur Twitter, comme me dit. Donc, il y a peut-être des gens qui vont intervenir sur Twitter. Peut-être. Moi, j'ai presque des réponses à tout. Là. Gênez-vous pas. C'est assez fascinant de travailler sur ce sujet-là. Là. Oui, M. Rioux. Et ce que je souhaite, c'est que dans ton livre, on puisse retrouver pourquoi ce virage vers la modernité publicitaire de l'Union nationale. Ils avaient énormément d'argent. Jodé Bégin était le grand argentier et Martineau le distributeur d'argent. Donc, le miracle, il s'explique parce qu'ils en avaient les moyens. J'aimerais, en tout cas, retrouver dans le livre la puissance des pancartes que mettait l'Union nationale en région. C'était fabuleux et bien fait. Le deuxième médium, la radio. La radio, à l'époque, a joué un rôle majeur et j'étais très heureux que tu en parles. Mais il y a 2 slogans qui ont fait fortune à l'Union nationale et tu n'en as pas parlé. Il faut battre les rouges, disait Duplessis. Bon, les rouges, évidemment, c'était les libéraux et les bleus, c'était l'Union nationale. Et même dans les églises, on parlait du slogan de l'Union nationale « L'enfer est rouge et le ciel est bleu ». Alors, la puissance de la machine unioniste, elle était tentaculaire. Et elle avait investi le clergé et le haut clergé également. Alors, moi, je suis très heureux de ce que tu fais, mais j'aimerais une petite question. Comment expliquer que Jodé Bégin, et je suis heureux que tu parles de ce personnage comme une sorte d'éminence grise, comment expliquer, par exemple,
que l'Union nationale, dans les années 45-48, puisse être aussi influencée par ce qu'on appelle les moyens publicitaires et de propagande des États-Unis. Est-ce que tu l'as fait, le lien? Et si oui, j'aimerais que tu en parles juste un tout petit peu parce que Ouais. ils sont allés chercher ça quelque part, mais ils en avaient les moyens. Oui, mais ça, on s'entend, ils avaient les moyens. Mais pour moi, le trait d'union entre ça, c'est Jodé Bégin. Logique d'affaires, à l'affût de tout ce qui se passe aux États-Unis pour vendre des voitures et d'autres. Il y a d'autres entreprises. Donc, il est dans cette logique-là. Il faut en parler, il faut faire connaître. Mais il faut voir que le parti de l'Union nationale est aussi un parti d'économie libérale. Donc, libre marché, ouverture au commerce. Donc, dans ce sens-là, il est très près de la façon dont l'économie se comporte et il n'est pas fermé. Ce n'est pas un parti idéologique seulement. Donc, on voit qu'il est quand même dans une vision d'économie de marché dans ce sens-là. Et Bégin, il faut voir que le personnage, c'est toujours intéressant, je pense que vous l'avez soulevé, de faire le lien avec, pour moi, les slogans que vous avez présentés, c'est des slogans d'assemblée. Ils n'ont pas été repris dans le matériel publicitaire en tant que tel. C'était des slogans, et même certains, l'enfer est rouge, puis le ciel est bleu, ça remonte avant Duplessis. C'est les conservateurs d'avant. Il y a des formules comme ça qui ont été créées, mais qui ne deviennent pas nécessairement les slogans d'élections ponctuelles. Mais c'est des façons, plus des assemblées, des façons de faire traditionnelles, de se positionner puis de marteler. Puis là, c'est carrément les rouges et les bleus. Là. On se positionne. C'est assez simple. Là. On résume l'adversaire à une couleur. C'est assez efficace. Mais on va aller dans des raffinements de slogans qui vont évoluer parce qu'on va avoir d'autres. 52 slogans de Duplessis, c'est laissons Duplessis continuer son œuvre. Donc, ça allait tellement bien avec M. Duplessis, on va le laisser continuer. Et le slogan de 56, qui est peut-être le moins bon de mon point de vue, c'est avec Duplessis, c'est le progrès. Donc, on peut contester. Est-ce que c'était vraiment le progrès, là? Est-ce qu'il y avait un rapprochement entre l'Union nationale et les républicains aux États-Unis? Est-ce que Jodé Bégin avait des amis chez les républicains américains? Je peux pas être j'ai jamais vu d'écrit à ce sujet-là. Mais Jodé Bégin, il faut le montrer aussi comme un personnage qui n'est pas un conservateur de tradition. C'est un ancien de l'Action libérale nationale. Donc, il se présente en 1935 avec Duplessis parce que c'est l'alliance avec les conservateurs pour l'élection de 1935. Duplessis était chef du Parti conservateur en 1935. L'Union nationale arrive après. Et Bégin est de l'Action libérale nationale. Et Bégin est un ancien libéral. Aussi, il vient de la famille libérale, mais il est quelqu'un de plus progressiste, moderniste dans la façon de faire les affaires, d'être à l'affût. Il est vraiment, quand on regarde les deux personnages, quand on regarde, je dirais, le côté entrepreneur de Bégin, de toujours être à l'affût de ce qui est moderne, ce qui est nouveau, la dernière chose qui arrive, qui pourrait nous aider c'est Jodé Bégin. Donc, on a juste à avoir un ou deux personnages comme ça, qui ont une certaine écoute dans un cabinet politique qui devient en plus organisateur en chef. Je pense que le plus grand mérite de Duplessis, c'est de dire « Oui, Jodé, je vais te laisser aller. Je vais te laisser aller parce que c'est rentable, entre guillemets. » Donc, ça fait plaisir. Oui, question ici? Duplessis refuse la télévision. La télévision, pour l'Union nationale, c'est la bête noire. Oui. C'est bien de le soulever parce que Duplessis, autant il avait été fort en radio, Duplessis est né en 1890. Là. Quand on demande à un monsieur né en 1890, autour des années 52, en tout cas plus 56 au Québec, d'utiliser la télé, il va être réfractaire. Là. Donc, il est réfractaire parce qu'il y a un contentieux entre Duplessis et Radio-Canada. Duplessis ne mettra jamais les pieds dans les bureaux de Radio-Canada parce qu'il y avait eu en 1939, il s'était fait barrer les ondes carrément parce c'était la censure de guerre. Et Duplessis, premier ministre en 1939, devait soumettre ses textes d'allocution à la censure pour qu'il puisse parler aux Québécois. Je dis jamais je ferai ça. Mais Adélard Godbout, lui, il le faisait allègrement. Donc, il s'est fait un peu, il se souviendra de tout ça. Donc, le contentieux, Duplessis a la mémoire longue, c'est ce qu'on sait aussi. Mais
création de Radio-Québec. Aussi, en réaction, donc de se donner aussi des instruments au Québec. Il va recréer, parce que ça avait été créé par Taschereau, mais il va carrément relancer le projet de loi. Mais c'est vrai qu'il est un personnage qui... Puis d'ailleurs, il dit, peut-être que la propagande libérale est efficace. Il dit, j'ai un grand nez. Ils me prennent toujours de profil. Je ne suis pas à mon avantage. C'est pas son affaire. Là. Mais ça veut pas dire que le parti en fera pas, parce que ça, c'est une autre belle trouvaille récente. Les documents nous révèlent des choses, là, parce qu'il n'y a pas tant de choses qui ont été écrites là-dessus. En 1956, il y a une campagne télé pas mal plus importante que je l'aurais cru, même par rapport à ce que j'écris dans le livre. Radio-Canada donne du temps d'antenne aux deux partis politiques. Les partis politiques vont utiliser ce temps d'antenne-là. Duplessis ne sera pas le porte-parole. Là, ça va être certains députés. Maurice Bellemare, par exemple, qui passe bien à la télé. Certains vont... Et on soumet le matériel. Monsieur, comment il s'appelle? Bruno Lafleur sollicite l'ensemble des députés en disant, il y a la télé dans votre comté, voulez-vous faire une intervention? Donc, certains vont dire oui, certains vont dire non, mais Duplessis, il ne semble pas qu'il y ait... Et on va aller chercher, c'est là les artistes de la radio. On va voir dans les années 60, c'est la même chose en 60 avec Antonio Barrette. Il y a une très forte campagne publicitaire à la télé, autant du Parti libéral que le Parti de l'Union nationale en 1960, sauf que celle de Lesage en 60 sera centrée sur lui et son équipe du tonnerre. Celle d'Antonio Barrette, on aura Huguette Proulx, on aura des gens connus, des artistes qui vont passer le message dans les clips publicitaires avec une banderole de Barrette derrière. C'est pas lui qui parle en son nom. Donc, vous voyez, et Duplessis, dans ce sens-là, la télé, Duplessis va la fuir parce que c'est d'autres qui vont s'en occuper, mais il va avoir une présence télé, mais lui, ça devient personnel, là, je pense que... Et c'est peut-être une question générationnelle aussi. Mais ça me fait... pensons aux nouveaux médias, les médias sociaux. Moi, je me dis, s'il y avait eu les médias sociaux à l'époque, Duplessis aurait eu son blog, assurément. Donc, on est dans la logique de saisir les nouveautés techniques et dans la continuité américaine, dans ce sens-là. Et, je ne veux pas dire... Il faudrait voir jusqu'à quel point on est aussi alerte aux États-Unis dans les campagnes que celle de 48. Là. Et la campagne de 56, là, c'est la totale. Là. On a une campagne là, autour de Duplessis. Vous le voyez dans le matériel, d'ailleurs. La plupart du matériel qui est exposé, statuettes, casse-tête, votre gouvernement avec Duplessis. Et on fait du main à main, là, bien souvent. Donc, on inonde. On ne voit que Duplessis comme personnage. Oui? J'aimerais savoir, vous avez à peu près combien d'objets en tout, puis jusqu'où vous emmenez vos quêtes pour les trouver? Combien d'objets? À un moment donné, j'en faisais une recension, là, mais j'ai arrêté à... Ça dépend ce qu'on entend par objet. Ça peut être aussi des objets plus publicités par l'objet. Ça, j'en ai peut-être une cinquantaine, là. Mais c'est carrément des documents, là. Ça peut être un dépliant, ça peut être des macarons. Je dirais... quelques centaines et plus. Et ce qui devient significatif, parce que tout ce projet-là a commencé par une collection. Moi, je suis professeur de communication, et ce que j'enseignais comme bonne façon de présenter de la publicité, de faire, des communiqués, puis de positionner son image, d'avoir des campagnes intégrées, je voyais le matériel politique de l'époque, je me dis, mon Dieu, c'est bien fait, puis ça m'interpellait vraiment. Et là, j'ai dit, je vais essayer d'en ramasser un peu, puis je vais voir s'il y a une machine derrière. Donc, j'ai reconstruit un peu les stratégies avec le matériel, mais je trouve encore des choses moins, là. Mais, et la grande révélation, c'est de à peu près rien trouver du Parti libéral. De la même. Puis là, on voit qu'il y a une domination dans la diffusion de matériel, où le Parti libéral mettait tout dans ses archives, puis l'Union nationale, il n'y en a comme plus d'archives en tant que telles. Mais on est dans un rapport fascinant dans tout de 10 à 1. Là. Et vous avez trouvé tout ça où? Ah, vous allez où? Oh, ça peut être dans les marchés aux puces, les bazars. Mais c'est devenu aussi par contact, par collectionneur de livres. Donc, quelques livres. Des gens, oui, je collectionne les livres, mais j'ai quelques affiches. Donc, c'est devenu très, très réseau aussi. Et tellement que ça m'a amené à acheter 2 fonds précis de
personnages qui ont été importants. Un monsieur, à un moment donné, qui avait laissé une affiche chez un antiquaire, une affiche d'Adélard Godbout. Bon, j'ai quand même acheté, eh bien. mais tu vois, je ne suis pas juste Union nationale. Là. D'ailleurs, la suite, ce sera le Parti libéral de 60. Mais là, j'ai dit, oui, mais qui vous a vendu ça? Ah oui, c'est un monsieur qui avait ça. Puis là, on m'a donné ses coordonnées. Et le monsieur était le fils de l'organisateur de l'Union nationale dans le comté d'Arthabasca à partir de l'élection de 1939 jusqu'à 1960. Et le monsieur, il avait 2 malles pleines de documents. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que je suis revenu avec mon coffre d'auto avec beaucoup de choses cette journée-là. Et l'auto ne roulait pas sur les roues. Je pense que j'étais sur un tapis magique. mais j'ai eu quelques occasions comme ça d'entrer en contact. Et je connais Alain Garrier-Puy ici, qui doit être là d'ailleurs, pour éventuellement tout donner ce matériel-là ici à l'Assemblée nationale, parce que c'est beau s'en servir. Je pense que je m'en sers, j'ai fait une exposition, mais il faut que ça reste, que ce soit pour les générations futures. Oui? J'aurais une question à propos de la période libérale avec comme chef Georges-Émile Lapalme. Je voudrais savoir quelle va être la réaction des libéraux face à cette machine-là. Parce que, bon, quand Georges-Émile Lapalme devient, il se fait mettre un peu là, un peu malgré lui. Et il va durer pas très, très longtemps comme chef du Parti libéral. Est-ce qu'il va avoir une contre-attaque? Est-ce qu'il va avoir une... La meilleure campagne que j'ai vue, en tout cas dans le livre, c'est celle de 1939. Comme par hasard, le Parti libéral gagne. Là. Mais il y a un contexte. Là. Dans le fond, le danger, c'est de voir que la communication fait tomber des gouvernements ou gagner. Je pense qu'il faut avoir une petite réserve. Là. Mais la campagne de 1939, celle de Godbout, est une campagne vraiment bien efficace. Et le Parti libéral national finance beaucoup cette campagne-là. Il y a des enjeux canadiens qui sont importants avec le contexte de guerre et ils mettent vraiment le paquet à Ottawa pour financer cette campagne-là en 1939. Donc, ça veut dire plus d'argent, peut-être mieux entouré. Et Lapalme aura pas après cette élection-là de 1939, c'est comme si le Parti libéral abandonne à son sort les libéraux à Québec. Il y a l'organisateur local, puis tout ça, mais il n'y a pas cette expertise-là, surtout ces fonds-là du Parti libéral qui vont être disponibles. Ça va revenir en 60, mais pas tant que ça non plus. Mais on voit bien que pour l'élection de 52-56, Georges-Émile Lapalme n'a pas du financement qui semble venir du gouvernement, en tout cas du Parti libéral à Ottawa. Là. Il a pas. Mais il y a quand même quelqu'un qui apparaît comme professionnel, c'est Jean-Louis Gagnon. Donc, Jean-Louis Gagnon, un journaliste qui va devenir le propagandiste, c'est comme ça qu'on le dit à l'époque, du parti pour l'élection de 52. Il va être là pour 1956. Et en 52, il va écrire, après l'élection, un article dans Cité libre. Et il commence son article, d'ailleurs, je pense que j'ai pris quelques citations. Est-ce que je veux La propagande est une arme savante, c'est ce que dit Jean-Louis Gagnon. Elle est de maniement coûteux parce que les grands médias de masse, la radio et les grandes publicités, ça coûte très cher. Et nous, on n'a pas ça. Là. Donc, il sait que ça existe. Il a le mandat d'être comme le responsable des coms, un peu le pendant de Paul Bouchard. Je ne suis pas sûr qu'avec Georges-Émile Lapalme, il y a un chef dont l'image est charismatique et qui est facile à vendre. Et c'est peut-être ce qui va arriver en 1960 aussi, parce que Jodé Bégin est encore là en 1960, derrière. Mais je pense qu'il voit bien qu'Antonio Parrette, c'est pas le chef. C'est pas aussi facile à vendre, mais il est moins connu. Puis bon, c'est un peu la même chose avec Georges-Émile Lapalme, qui était un orateur extraordinaire, mais qui était d'un certain niveau intellectuel. Je ne suis pas sûr que dans le contact quotidien avec les agriculteurs, ça passait bien. Là. Donc, vous voyez, à ce moment-là, il y avait un début de professionnalisation. Le journal aussi, l'hebdomadaire La Réforme va être créé dans ces années-là, peut-être plus 55 de mémoire. Donc, on voit le Parti libéral qui commence à faire ce que fait l'Union nationale, mais manifestement, j'allais dire, ils ne sont pas au pouvoir depuis des années. C'est ce qui se passe aussi. L'élection de 48, elle est majeure. Je vois bien qu'il y a du financement, parce que Jodé Bégin, il était là en 44. Il avait déjà en tête de faire tout ça, mais il n'était pas au pouvoir, il n'y avait pas d'argent. Mais on voit que c'est malheureusement un peu dans l'histoire politique
les partis qui sont présents depuis des années ont des ressources plus grandes. L'élection de 1936 que Duplessis gagne, qui peut être une élection, d'une certaine façon, le régime libéral était tellement présent et, j'allais dire, corrompu. Donc, il y avait vraiment des attaques et il y avait un rapport à ce moment-là, en 1936, de 10-1 pour le Parti libéral pour la campagne électorale. Donc, les fonds du Parti libéral étaient 10 fois plus grands. Donc, pour arriver avec un nouveau parti avec peu de moyens, ça prend un contexte social qui fait en sorte que le parti, on n'en veut plus. Là, vous nous le présenterez de telle façon. C'est tellement... Le gros bon sens finit par... C'est pas juste la communication, le gros bon sens est toujours présent. Là. Mais à la marge, l'élection de 60 est intéressante de ce point de vue-là. On pense toujours que le Parti libéral est arrivé avec une victoire ferme, tout ça. C'est 8 comtés, là. C'est de différence. Donc, et moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, les gens me disaient « Oui, mais 1960, si Duplessis avait vécu, il aurait gagné l'élection. » Je me disais « Pas sûr. » Mais là, je peux vous dire oui. Si Duplessis avait été là en 1960, à moins d'un scandale épouvantable, il aurait gagné l'élection. Je pense qu'il avait encore ce capital. Et surtout que les comtés ruraux, puis ça jouait... Donc, le fait de changer de chef. Non, on oublie aussi, le personnage avait... je conclue un peu là-dessus dans le livre. C'est beau avoir des conseillers, nous dire quoi faire, prendre de la pub, mais si, comme politicien en chef, le porteur de ballon, le principal, on n'a pas des qualités relationnelles fortes de communication. Et je pense que Duplessis, il faut lui donner ça. Duplessis, c'est quelqu'un qui pouvait parler aux grands de ce monde, puis aller après dans une assemblée rurale, puis on lui donnait des tapes dans le dos. Il s'adaptait. C'était vraiment un personnage avec qui le contact, c'était facile, c'était pas... Alors que peut-être l'exemple de M. Lapalme, si on avait des clientèles, c'était plus difficile. C'était plus difficile. Oui? Est-ce qu'il y avait des lobbyistes qui aidaient à financer ces campagnes-là ou c'était tous des fonds publics? Ça, c'est toute une autre question. Le financement, je dirais que je vous référerais, je ne sais pas si Michel Lévesque est ici. Michel Lévesque qui écrit l'histoire du Parti libéral, donc qui commence à l'élection de 60 et qui fait l'histoire un peu des caisses électorales, vraiment sur une longue période. Et je pense qu'il faut c'est pas dans ma spécialité d'une certaine façon, mais moi je vois que quand il y a des fonds, il y a des implications. Mais la façon de... Selon les partis, là, il y a un parti qui est plus branché sur des grandes entreprises. Duplessis aura aussi un financement, évidemment, de certains papetières. Je pense qu'on ne réinvente pas la roue, là. Il y a des fonds populaires, il y a les cartes de membres, financement populaire, oublions ça, ça existe comme à peu près pas. Donc, l'argent vient de quelque part, soit qu'elle vient des grandes entreprises ou qu'elle vient de certains grands donateurs, là. Mais dans ce sens-là, j'ai de la difficulté à vous dire, à répondre à cette question-là pour l'Union nationale en tant que telle. Je pense qu'il faudrait étudier M. Gérald Martineau, qui avait la caisse du parti. Mais ces fonds-là viennent vraiment de toutes parts. Mais les façons, on ne parle pas de lobbyistes, on parle carrément à ce moment-là de façon traditionnelle, plus directe. Il n'y a pas d'intermédiaire, de mon point de vue. Merci à vous tous. Je vous souhaite un bon après-midi.